Bonjour à tous, bienvenue à la Maison d'Expatriation, bienvenue à vous tous en ligne également. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conférence sur le Canada. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 19h à la Maison d'Expatriation. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous pour venir ici en présentiel ou également en ligne pour nous exposer votre projet d'expatriation. Nous prenons un temps pour préparer ce projet et nous discutons avec vous le temps d'une demi-heure pour vous donner différentes informations générales sur l'expatriation et sur le pays en particulier, votre projet en particulier. Nous organisons également une série d'événements comme celui que nous faisons aujourd'hui, que vous pourrez retrouver sur maisondexpatriation.com. Et ces événements sont retransmis en direct et également vous pouvez les visionner en replay sur lepetitjournal.com. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un événement sur les conseils pour s'expatrier au Québec. Et je vous présente Amaury Lutin du Québec, Direction générale du Québec à Paris, et également Julie Bolato et Sylvain Rossero de Desjardins. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. N'hésitez pas à vous poser vos questions en direct et également en ligne, et nous y répondrons dès que possible. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amaury Lutin, je travaille pour la délégation générale du Québec à Paris. Merci à Desjardins de nous inviter à venir vous parler des possibilités d'immigration au Québec. Je travaille pour la direction des services d'immigration. Notre bureau dépend directement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et on a un double mandat. D'un côté, appuyer les entreprises québécoises dans leur recrutement à l'international pour répondre aux enjeux de besoins de main-d'œuvre québécois, et d'un autre côté, orienter les candidats et les candidates à l'immigration pour leur présenter les différentes possibilités, les différents programmes d'immigration. Je vais vous dresser très rapidement un portrait du Québec. Je vais ensuite vous présenter les différents programmes d'immigration temporaire, donc les programmes qui peuvent vous permettre de partir soit avec un permis de travail, soit avec un permis d'études si vous avez un projet d'études ou de formation au Québec. Je vous présenterai les programmes d'immigration permanente, donc il y aura deux programmes, les possibilités de passage d'un statut temporaire à un statut permanent et les possibilités de demander directement le statut permanent depuis la France. Et on terminera avec les activités de la direction des services d'immigration à venir cet automne. Donc quelques mots sur le Québec. Le Québec est la plus grande province du Canada avec un total de 9 millions d'habitants. C'est un territoire qui est très étendu, 1,6 million de kilomètres carrés, c'est 3 fois la France. On dit souvent que le Québec c'est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord en français, puisque le Québec est une société francophone, la langue officielle est le français. Les Québécois sont très attachés à la langue française. Le gouvernement québécois vise une immigration économique 100% francophone. La province du Québec est façonnée par une variété de paysages. Vous avez vraiment encore une cohabitation entre les grands centres urbains comme Montréal et Québec et les grands espaces naturels avec les grands lacs, les montagnes, etc. Et le Québec a la particularité d'être traversé par le fleuve Saint-Laurent, qui est la plus importante voie navigable en Amérique du Nord, ce qui en fait une force économique importante. On l'a vu, le Québec est une société francophone, et si vous avez la chance d'avoir une expérience d'immigration au Québec, vous bénéficierez d'un système d'éducation qui est laïque et gratuit jusqu'à l'enseignement collégial, on en reparlera tout à l'heure, et vous bénéficierez également d'une protection sociale étendue, avec notamment un régime universel d'assurance maladie, ce qu'on appelle la Régie d'assurance maladie du Québec. Sachez qu'il y a des accords de réciprocité entre la France et le Québec en matière de sécurité sociale, ce qui veut dire que si vous partez travailler ou étudier au Québec, dès votre entrée sur le territoire, vous serez couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec. Si vous vous installez durablement au Québec, vous pourrez bénéficier du régime public de congé parental si vous attendez un heureux événement. Et vous bénéficierez également du régime public de retraite, et là aussi il y a des accords de réciprocité entre la France et le Québec en matière de retraite, ce qui veut dire que si vous décidez de partir travailler au Québec temporairement et que vous rentrez en France, vous pourrez rapatrier en France le nombre de trimestres que vous aurez cotisé au Québec, et à l'inverse, si vous décidez de vous installer durablement au Québec, vous pourrez rapatrier au Québec le nombre de trimestres cotisés en France.
Quand on parle du Québec, on parle souvent de Montréal, on parle souvent de Québec, donc il ne faut pas confondre la ville de Québec, qui est la capitale administrative de la province du Québec, avec la province du Québec. Mais le Québec, ce sont 17 régions administratives avec, je dirais, autant d'opportunités d'emploi ou de formation dans chacune des régions. Nous organisons, et on en reparlera dans la suite de cette présentation, nous organisons régulièrement des missions de recrutement, ce qu'on appelle les Journées Québec, avec des centaines d'employeurs québécois qui viennent recruter très régulièrement en France. Et les employeurs qui participent à ces missions de recrutement sont issus des 17 régions administratives. Donc choisir de vous installer en région, ça peut être un choix stratégique parce que le coût de la vie peut y être moins cher que dans les grandes métropoles, parce qu'il peut y avoir également plus d'opportunités d'emploi dépendamment de votre secteur d'activité. Donc je vous invite à vous renseigner sur ces 17 régions. On a un site internet qui est très bien fait qui s'appelle Choisir le Québec, sur lequel vous avez la possibilité d'explorer les 17 régions administratives québécoises et de connaître leurs spécificités. Quelques mots sur le marché de l'emploi, vous expliquer pourquoi justement le ministère de l'Immigration organise ces missions de recrutement dont je vous parlais, les Journées Québec. Le Québec connaît une importante transformation démographique avec beaucoup de départs en retraite, un vieillissement de la population et une diminution de la population en âge de travailler. En parallèle, on a un taux de chômage qui est très bas, 5,1% en mai 2024, et des perspectives d'emploi de 1,4 million de postes à pourvoir d'ici 2030, ce qui fait que les entreprises ont de gros besoins en termes de main-d'œuvre. Et l'une des solutions pour répondre à ces besoins de main-d'œuvre, c'est justement d'aller recruter des travailleurs et travailleuses à l'international. Je vous ai mis à l'écran les principaux secteurs qui recrutent. On a d'un côté les secteurs de l'opération main-d'œuvre. L'opération main-d'œuvre, c'est un plan qui est mis en place par le gouvernement du Québec pour appuyer justement les entreprises pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre dans ces secteurs spécifiques. Donc le secteur de l'informatique, technologie de l'information, tout ce qui est génie, que ce soit le génie industriel, mécanique, électrique, génie environnemental, génie civil, tant sur des postes d'ingénieurs que de techniciens. L'éducation, on recrute beaucoup d'enseignants, enseignantes au niveau primaire et secondaire. La petite enfance pour des éducateurs jeunes enfants qui vont pouvoir exercer dans des centres de la petite enfance au Québec. Santé et services sociaux sur une variété de postes et construction sur une variété de postes également. Donc ça, ce sont les secteurs de l'opération main-d'œuvre, mais je vous ai également mis à l'écran les autres secteurs qui sont les secteurs qu'on voit revenir de manière récurrente dans le cadre des missions de recrutement que nous organisons. Le secteur du jeu vidéo, transport terrestre, mais également transport maritime, administration, finance, assurance, hôtellerie, restauration, tout ce qui est secteur industriel, manufacturier et sciences naturelles et appliquées. Voilà pour la présentation du Québec et du marché de l'emploi. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et essayer de vous dresser un portrait rapide. C'est une présentation que je n'ai pas l'habitude de faire, on a souvent plus de temps. Donc j'ai essayé de vous condenser l'information sur les programmes d'immigration. Donc je vais d'abord vous parler de l'immigration temporaire et ensuite je vous parlerai de l'immigration permanente. Au niveau de l'immigration temporaire, il faut distinguer l'immigration pour les travailleurs et l'immigration pour les étudiants. Donc je vais d'abord vous parler du programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec qui vous permet d'obtenir un permis de travail pour partir travailler au Québec. Le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, c'est un programme que je qualifierais d'universel, ouvert à tous, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité. Pour pouvoir obtenir un permis de travail par le biais de ce programme, la condition principale, c'est d'avoir signé un contrat de travail avec un employeur québécois qui vous attend. L'avantage de ce programme, c'est que c'est l'employeur qui va initier les principales démarches auprès des deux gouvernements, Québec et Canada. L'employeur va devoir obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, ça le regarde, il doit démontrer qu'il a fait des efforts pour recruter au Canada, qu'il n'y est pas arrivé, c'est pourquoi il vient vous recruter en France aujourd'hui. Et en parallèle, l'employeur va demander au gouvernement du Québec un certificat d'acceptation du Québec pour vous en tant que candidat, c'est-à-dire que l'employeur va devoir démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour exercer la profession pour laquelle il vous recrute. Une fois que l'employeur a obtenu ces deux autorisations, il vous les remet et vous allez effectuer votre demande de permis de travail directement auprès du gouvernement du Canada et la demande de permis de travail se fait en ligne. Vous allez obtenir un permis de travail qui est un permis de travail fermé. Permis de travail fermé, ça veut dire rattaché à l'employeur qui vous aura recruté. Dans un premier temps, vous ne pourrez travailler que pour cet employeur. La durée du permis de travail,
va être de 2 à 3 années. Et cette durée, elle va notamment être définie par rapport au salaire qui vous sera versé par l'employeur. On distingue au niveau de l'immigration temporaire le volet des travailleurs à bas salaire et le volet des travailleurs à haut salaire. Le salaire médian, c'est 27,47 $. Si vous êtes recruté sur un poste dit à bas salaire, vous obtiendrez généralement un permis de travail d'une durée de 2 ans. Donc moins 27,47 $, durée du permis de travail de 2 ans. Plus de 27,47 $, durée du permis de travail, généralement 3 années. Il y a des exceptions à cette règle. Le ministère de l'Immigration a mis en place une liste de traitements simplifiés avec près de 200 professions pour lesquelles il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Si votre emploi fait partie de la liste de traitements simplifiés, même si vous êtes rémunéré sur du bas salaire, moins de 27,47 $, à ce moment-là, vous aurez un permis de travail d'une durée de 3 années. Votre permis de travail fermé va vous permettre de travailler pour l'entreprise qui vous aura recruté pendant 2 à 3 années. Évidemment, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, vos enfants pourront obtenir un permis d'études pour vous suivre au Québec. Et votre conjoint, votre conjointe pourrait obtenir un permis de travail ouvert. Et ça va vraiment dépendre du type d'emploi que vous allez obtenir en tant que requérant principal. Au Canada, il existe une classification nationale des professions. Chaque métier, chaque profession est catégorisée dans cette classification nationale des professions du Canada. Il y a 6 catégories de professions. Les emplois de catégorie FER 0 qui sont des emplois de gestion, de direction. Les emplois de catégorie FER 1 qui sont des emplois qui nécessitent généralement un diplôme de type universitaire. Les emplois de catégorie FER 2 et 3 qui sont des emplois qui nécessitent un diplôme plus technique. En France, on parle de diplômes style DUT ou BTS. Et les emplois de catégorie FER 4 et 5 qui sont des emplois dits peu spécialisés qui demandent peu de formation ou une formation en cours d'emploi. Si vous signez un contrat de travail avec un employeur pour un emploi des catégories FER 0, 1, 2 et 3 de la classification nationale des professions du Canada, automatiquement, peu importe le salaire qui vous sera versé, votre conjoint ou votre conjointe pourra obtenir un permis de travail ouvert pour vous accompagner au Québec et commencer à travailler dès son entrée sur le territoire, chercher un employeur. Les employeurs n'auront aucune démarche à effectuer puisque le conjoint a son permis de travail ouvert. Si vous signez un contrat de travail pour un emploi de catégorie FER 4 et 5, à l'heure actuelle, pour que le conjoint ou la conjointe puisse avoir le droit à un permis de travail ouvert, vous devez être rémunéré sur du haut salaire, 27,47 $ ou plus. C'est important de préciser également la notion de conjoint de fait au sens légal au Canada. Pour être considéré comme conjoint de fait au sens légal, vous devez soit être marié, soit être en mesure de démontrer une vie commune de plus d'une année avec différents documents à l'appui. Ça peut être un bail à vos deux noms, des justificatifs de loyer à vos deux noms, une attestation de propriétaire à vos deux noms, tous documents qui vont pouvoir démontrer cette cohabitation de plus d'une année. Le coût pour le candidat d'une demande de permis de travail temporaire est d'environ 163 €. Donc ça, ce sont vraiment les frais qui sont liés à cette demande de permis de travail. Donc si je récapitule le processus pour passer par le programme du travailleur étranger temporaire du Québec, la première étape, c'est la signature du contrat de travail. On reparlera par la suite de comment trouver un emploi au Québec, et justement, les gens au Québec sont une bonne voie. Signer le contrat de travail. Une fois que le contrat de travail est signé, c'est vraiment l'employeur qui va engager les démarches au niveau de l'immigration, au niveau des deux gouvernements, Québec et Canada. Une fois que l'employeur a obtenu ses autorisations, il vous les remet et vous allez effectuer votre demande de permis de travail auprès du gouvernement du Canada. Vous allez recevoir, une fois que votre dossier sera complet et traité, ce qu'on appelle une lettre d'introduction. C'est la lettre qui stipule que votre demande pour travailler au Canada a été approuvée. Et c'est à ce moment-là que vous êtes autorisé à entrer sur le territoire canadien pour activer votre permis de travail et commencer à travailler. Les délais moyens pour une demande de permis de travail sont de 6 à 8 mois. J'ai essayé de vous mettre les délais qu'on constate le plus souvent. Ce sont des délais qui peuvent être raccourcis, notamment si l'employeur a déjà fait des démarches au préalable pour aller chercher son étude d'impact sur le marché du travail. Ça peut être raccourci également si vous êtes dans un emploi pour lequel il existe un traitement simplifié. Mais d'une manière générale, comptez 6 à 8 mois pour obtenir les autorisations. Ce sont des délais qui peuvent vous paraître longs, mais sachez que les employeurs qui ont l'habitude de recruter à l'international et qui participent aux Journées Québec connaissent ces délais-là et sont prêts à vous attendre.
Et d'un autre côté, ce sont des délais qui vont vraiment vous aider à préparer votre projet d'expatriation. Voilà pour le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Je vais maintenant vous présenter les possibilités d'études au Québec, donc comment obtenir un permis d'études si vous souhaitez étudier. Tout d'abord, vous dressez un portrait rapide du système scolaire québécois qui est composé de 4 niveaux. L'éducation préscolaire, donc ce qu'on appelle la maternelle, l'enseignement primaire et secondaire qui comprend à la fois la formation générale mais également la formation professionnelle. Et c'est intéressant de noter qu'il y a des accords en matière de formation professionnelle entre la France et le Québec, ce qui fait qu'en tant que Français, si vous décidez de partir suivre une formation professionnelle pour obtenir un diplôme d'études professionnelles au Québec, vous serez exempté de droits de scolarité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Il y a de très bonnes formations professionnelles au Québec qui peuvent vous permettre d'aller directement apprendre un métier qui est très recherché par les employeurs québécois. Enseignement collégial, c'est ce qu'on appelle l'enseignement pré-universitaire, donc qui est donné dans les cégeps avant l'entrée à l'université, mais il y a également au sein des cégeps l'enseignement collégial technique. Donc vous avez la possibilité également d'aller suivre des études collégiales techniques qui mènent à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales techniques, ce qu'on pourrait comparer ici en France à un brevet de technicien supérieur. Enfin, l'enseignement universitaire qui est composé de 3 cycles, c'est un système qui est similaire au système français, baccalauréat, maîtrise, doctorat. Au niveau de l'enseignement collégial, il y a également des accords entre la France et le Québec qui vous permettent d'être exemptés de droits de scolarité. Au niveau de l'enseignement universitaire, des accords également. Si vous partez étudier au niveau du premier cycle, vous paierez les mêmes droits de scolarité qu'un Canadien non résident du Québec. Ce sont des droits de scolarité minorés par rapport aux autres étudiants internationaux. Et si vous partez étudier en 2e ou 3e cycle, maîtrise ou doctorat, à ce moment-là, vous payez les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois, à savoir les droits de scolarité les plus bas. Comment partir étudier au Québec? La première chose, c'est de vous renseigner sur les programmes d'études et les établissements d'enseignement. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que cet automne, au mois d'octobre, il y aura une tournée des universités québécoises en France. Les dates et les villes ne sont pas encore annoncées, mais ce sera annoncé prochainement sur le site destinationuniversité.ca, ce qui vous permet d'aller rencontrer les établissements d'enseignement, vous renseigner sur les programmes et éventuellement trouver le programme qui vous intéresserait. Une fois que vous avez trouvé le programme qui vous intéresse, vous devez déposer une demande d'admission auprès de l'établissement d'enseignement. Généralement, les demandes d'admission se font sur dossier, il y a très peu de concours ou très peu d'examens. Les établissements d'enseignement vont regarder votre dossier, ce que vous avez fait auparavant, vos relevés de notes de vos précédentes études, pour éventuellement vous émettre un avis d'admission. Si vous êtes admis, à ce moment-là, vous allez devoir entamer vos démarches d'immigration. Vous allez devoir demander un certificat d'acceptation du Québec auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Puis, une fois ce document obtenu, ce document vous l'obtenez dans un délai de 25 jours, vous allez devoir demander votre permis d'études auprès du gouvernement du Canada. Délai moyen pour obtenir le CAQ plus le permis d'études, il faut compter 3 à 4 mois à partir du moment où vous êtes admis au sein de l'établissement d'enseignement. Vous allez obtenir un permis d'études qui va vous permettre d'étudier à temps plein pour l'établissement pour lequel vous aurez été admis, mais qui va également vous permettre de travailler à hauteur de 20 heures par semaine pendant la période scolaire et à temps complet pendant les vacances. C'est ce qui vous permet de financer aussi une partie de votre vie sur place. Si vous obtenez un permis d'études, pour que le conjoint, la conjointe ait le droit à un permis de travail ouvert, à l'heure actuelle, il faut que vous soyez admis dans un programme de maîtrise ou de doctorat au niveau universitaire. Et évidemment, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, vos enfants pourront obtenir également un permis d'études. Chose importante, au niveau de la demande de permis d'études, vous allez devoir démontrer que vous avez la capacité financière pour subvenir à vos besoins, pour vous loger sur place, pour vivre. Et cette capacité financière, elle est fixée sur un montant de 15 078 $ canadiens pour l'année 2024. Donc vous devrez justifier au moment de votre demande de certificat d'acceptation du Québec que vous avez ces 10 226 € sur vos comptes en banque ou que vous avez un garant qui s'engage à subvenir à vos besoins
pendant votre séjour d'études au Québec. Le coût global d'une demande de permis d'études, 159 € pour le permis d'études et 128 € pour la demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, je vous ai présenté les deux voies principales d'immigration temporaire. Programme des travailleurs étrangers temporaires qui vous permet d'obtenir un permis de travail pour travailler temporairement d'une durée de 2 à 3 années au Québec. Permis d'études qui vous permet de partir suivre une formation, que ce soit une formation collégiale, une formation professionnelle ou une formation universitaire au Québec pour une durée qui va varier de... On a des formations de courte durée au niveau de la formation professionnelle, ça peut être des formations d'1 an et des formations de plus longue durée. On a des baccalauréats qui vont aller jusqu'à 4 années. Ensuite, si vous souhaitez, après votre expérience de travail temporaire ou après votre séjour d'études, rester pour travailler au Québec, vous avez différentes possibilités pour passer d'un statut de travailleur temporaire ou un statut d'étudiant à un statut de résident permanent du Québec. La première possibilité, c'est le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, c'est justement un programme qui est construit pour vous permettre de rester sur le territoire et de poursuivre votre expérience. Il y a deux volets au programme de l'expérience québécoise, le volet des travailleurs temporaires et le volet des étudiants. Donc, je vais d'abord vous parler du volet des travailleurs étrangers temporaires. C'est un programme d'accès simplifié au certificat de sélection du Québec. Donc, vous l'avez vu, dans le cadre d'une immigration temporaire, le gouvernement du Québec émet un certificat d'acceptation du Québec et le gouvernement du Canada émet un permis de travail. Dans le cadre d'une immigration permanente, le gouvernement du Québec va émettre un certificat de sélection du Québec, ce qui veut dire que le gouvernement vous sélectionne comme résident permanent, et par la suite, le gouvernement du Canada va émettre le statut de résident permanent. Donc, les conditions pour pouvoir passer par le programme de l'expérience québécoise, volet des travailleurs temporaires, je vous dirais qu'il y a 3 conditions principales. Avoir travaillé 2 années à temps complet au Québec dans un emploi de catégorie faire 0, 1, 2 ou 3. Être encore en emploi au moment où vous présentez votre demande et parler français. Si vous répondez à ces 3 conditions principales, vous allez pouvoir déposer votre demande de certificat de sélection du Québec et le ministère de l'Immigration s'engage à vous délivrer votre CSQ dans un délai de 6 mois maximum. Dès lors que vous obtenez votre certificat de sélection du Québec, vous allez présenter votre demande de résidence permanente. On en reparle juste après. En ce qui concerne le volet des diplômés du Québec, vous avez 2 possibilités pour rester plus longtemps sur le territoire. Je vous dirais que beaucoup de formations, que ce soit la formation collégiale, la formation universitaire et la formation professionnelle, vous donnent le droit à un permis de travail post-diplôme de la même durée que la durée de votre formation. Je vous donne un exemple, vous décidez de partir suivre un baccalauréat de 3 années à l'université de Sherbrooke. Une fois que vous aurez obtenu votre diplôme, vous aurez le droit à un permis de travail post-diplôme d'une durée de 3 ans. C'est un permis de travail ouvert qui vous permet de rester travailler sur le territoire. Mais dès l'obtention de votre diplôme, vous pourrez également passer par le programme de l'expérience québécoise qui va vous permettre d'aller demander votre résidence permanente. Donc là aussi, programme d'accès simplifié à un certificat de sélection du Québec. Les exigences pour pouvoir prétendre à un CSQ par le biais du programme de l'expérience québécoise, c'est d'être au Québec au moment de la demande avec un statut légal, donc toujours avoir un permis de travail ou un permis d'études, avoir obtenu un diplôme admissible, on va y revenir juste après, ce diplôme doit avoir été obtenu dans les 36 mois qui précèdent votre demande dans un programme d'études à temps plein, ça ne doit pas être des études à temps partiel, et dans un établissement d'enseignement situé au Québec. Et vous devez avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études, puisque certains programmes d'études peuvent également être offerts à distance. Vous devez démontrer que vous parlez français et vous devez avoir obtenu l'un des diplômes suivants, donc baccalauréat, maîtrise, doctorat, diplôme d'études collégiales techniques ou diplôme d'études professionnelles d'une durée de formation de 1800 heures ou plus, ou un diplôme d'études suivi d'une attestation, diplôme d'études professionnelles suivi d'une attestation de spécialisation qui permet d'avoir atteint les 1800 heures de formation. Donc si vous obtenez l'un des diplômes suivants, vous pouvez déposer votre demande de certificat de sélection du Québec et le ministère de l'Immigration s'engage à vous délivrer votre CSQ dans un délai de 6 mois. Une fois que vous avez le CSQ, je vais revenir juste après sur la déclaration d'intérêt.
Une fois que vous avez votre certificat de sélection du Québec dans les mains, vous allez déposer votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. La demande se fait directement en ligne. Elle se fait obligatoirement une fois le certificat de sélection du Québec obtenu, puisque vous appliquez pour une résidence permanente dans la province du Québec. Délai actuel estimé de l'obtention de la résidence permanente, 12 mois. Mais sachez que dès lors que vous avez votre certificat de sélection du Québec dans les mains, vous avez le droit à un nouveau permis de travail, qui est un permis de travail ouvert réservé aux détenteurs de CSQ. Et ce permis de travail ouvert va vous permettre soit de continuer à travailler pour l'entreprise qui vous aurait embauché initialement via le programme des travailleurs étrangers temporaires, soit de continuer à travailler suite à vos études sur le territoire, et ce, dans l'attente de votre statut de résident permanent. Une fois que vous obtenez le statut de résident permanent, vous avez exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs que n'importe quel citoyen canadien. Vous pouvez travailler pour n'importe quelle entreprise, vous pouvez décider d'étudier à n'importe quel niveau de formation, vous pouvez entreprendre, vous pouvez investir, vous faites ce que vous voulez, à l'exception du droit de vote et du droit de vous présenter à une élection. Ça arrivera un peu plus tard si vous décidez de demander votre citoyenneté canadienne. Les critères pour demander la citoyenneté canadienne, c'est d'avoir résidé 3 années sur le territoire québécois, dont 2 années de résidence permanente. Donc, ils prennent en compte 1 année de résidence temporaire et 2 années de résidence permanente. Je vous ai mis une idée des frais pour une demande de résidence permanente, et ça, que vous passiez par le programme de l'expérience québécoise ou par le programme régulier des travailleurs qualifiés que je vais vous présenter tout de suite. Au niveau du certificat de sélection du Québec, c'est environ 608 € pour le requérant principal, et la demande de résidence permanente au niveau du gouvernement du Canada, 1093 €, et ça inclut tout le processus. Oui, je vous en prie. On la paye même si on n'obtient pas la résidence permanente. En fait, vous allez payer ces frais-là à partir du moment où vous êtes bien engagé. Donc, si vous avez votre certificat de sélection du Québec dans les mains, le Canada va vérifier vraiment la santé et la sécurité. Donc, il y a peu de chances de refus quand même. D'accord. Il y a une question en ligne. La question, c'est bon, nous sommes fixés. Est-ce qu'on est fixé par un seuil financier à atteindre avant d'immigrer? Et si oui, pourquoi? Fixé par un seuil financier. Parce que la question, j'ai l'impression que c'est... Est-ce qu'il faut une capacité financière? Voilà, c'est ça. Alors, la capacité financière, on en a parlé notamment pour les études. Si vous partez en tant qu'étudiant, vous devez justifier votre capacité financière puisque le gouvernement veut s'assurer que vous allez être en capacité de subvenir à vos besoins, de vous loger, etc. Si vous partez avec un permis de travail temporaire via le programme des travailleurs étrangers temporaires, il n'y a pas de capacité financière qui est demandée par le gouvernement, puisque le gouvernement estime qu'un employeur vous attend, vous allez arriver sur le territoire et vous allez percevoir un salaire. Au moment de la demande de résidence permanente, vous signez ce qu'on appelle un contrat d'autonomie financière avec le ministère de l'Immigration. Vous vous engagez à avoir les fonds suffisants. De mémoire, le ministère de l'Immigration va vous demander d'avoir 2500 €, et c'est même pas de mémoire, c'est j'en suis certain, pour une personne seule. Donc vous devez justifier que vous avez cette somme-là pour vos premières démarches d'installation. Donc je vous ai présenté les programmes d'immigration temporaire, travail, études. Je vous ai parlé des possibilités de passage d'un statut de travailleur ou d'étudiant temporaire à un statut de résident permanent. Et je vais vous présenter maintenant, et ce sera la fin de ma présentation, le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est un programme qui vous permet de demander votre statut de résident permanent depuis la France directement. C'est un système de déclaration d'intérêt, ce qui veut dire que vous pouvez, dès l'étranger, indiquer au gouvernement du Québec que vous souhaitez devenir résident permanent du Québec. C'est un outil qu'on appelle ARIMA, c'est une banque de déclaration d'intérêt. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dès aujourd'hui. Vous allez indiquer au gouvernement du Québec qui vous êtes, quelle est votre situation familiale, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, quel âge vous avez, quels sont vos diplômes, quelle est votre expérience professionnelle, quelle profession vous exercez actuellement, est-ce que vous parlez français, est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous avez déjà séjourné au Québec à titre touristique, est-ce que vous avez déjà séjourné au Québec en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant. Et donc, une fois que vous avez déposé ce dossier, qui est encore une fois entièrement gratuit, vous avez dit au gouvernement du Québec, moi je souhaite devenir résident permanent du Québec et m'installer durablement au Québec.
Ça ne veut pas dire que vous allez obtenir un certificat de sélection du Québec, ça veut dire que vous déclarez votre intérêt à obtenir un certificat de sélection du Québec. Et régulièrement, le ministère de l'Immigration, généralement c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, envoie des invitations aux personnes qui répondent aux besoins du marché du travail du Québec en fonction du nombre de points que vous aurez obtenus, puisque toutes les informations que vous allez indiquer dans votre déclaration d'intérêt, il y a une grille de sélection derrière et vous obtenez pour chaque information déclarée un certain nombre de points. Donc, dépendamment de votre niveau d'études, le nombre de points va varier. Est-ce que vous parlez français, est-ce que vous parlez anglais, votre profession va vous apporter plus ou moins de points, notamment en fonction de la classification nationale des professions du Canada. Et régulièrement, le ministère de l'Immigration procède à des rondes d'invitation. Il y a différents critères d'invitation. Les critères vont varier d'une ronde à une autre. Il peut y avoir certaines rondes d'invitation. Le ministère de l'Immigration va dire aujourd'hui, nous allons inviter toutes les personnes qui ont obtenu un seuil de 600 points dans la banque de déclaration d'intérêt et qui exercent l'une des professions suivantes. Et il y a une liste de professions bien définie. Il y a d'autres rondes d'invitation où le ministère de l'Immigration va dire aujourd'hui, il n'y a pas de liste de professions définie. Nous allons inviter toutes les personnes qui ont obtenu le seuil de 650 points dans la banque de déclaration d'intérêt. Donc il y a différentes rondes d'invitation et ça vous donne une chance d'être invité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez aucune certitude d'être invité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est prochainement déposer votre déclaration d'intérêt dans Arrima. Ça vous donne une chance d'être invité à présenter votre demande de certificat de sélection du Québec. Mais en parallèle, n'hésitez pas à regarder les opportunités d'emploi temporaire et les opportunités d'études, puisque, on l'a vu, vous avez la possibilité d'entrer en tant que résident temporaire et par la suite de demander un statut de résident permanent. Pour terminer ma partie de la présentation, je voulais vous parler des activités à venir qui sont organisées par la Direction des services d'immigration du Québec à Paris. Et ce sont notamment les Journées Québec. Donc les Journées Québec, j'en ai touché quelques mots pendant la présentation, ce sont des missions de recrutement qui sont organisées tout au long de l'année par le ministère de l'Immigration en partenariat avec les agences de développement économique du Québec, Québec International, Drummond économique et Montréal International. Ce sont des missions de recrutement qui peuvent prendre différentes formes. On a des missions de recrutement sectorielles, des missions de recrutement multisectorielles, des missions virtuelles. Là, on est en pleine Journée Québec-Europe. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui puisque la phase de réception des candidatures est terminée. Mais Journée Québec-Europe, c'est une mission qui est virtuelle. L'avantage des Journées Québec, c'est que tous les employeurs qui participent à ces missions de recrutement sont des employeurs qui sont dans une optique de recrutement à l'international, sont des employeurs qui vont se déplacer pour venir vous rencontrer et qui sont à l'aise avec toutes les démarches d'immigration dont on a parlé tout à l'heure. Les 2 prochaines missions de recrutement, on va avoir des Journées Québec-Belgique qui vont se dérouler à Bruxelles les 28 et 29 septembre et toutes les offres d'emploi seront affichées sur le site des Journées Québec entre le 5 juillet et le 15 septembre 2024. Et on aura également une mission Journée Québec France qui va se dérouler 30 novembre, 1er décembre 2024 avec une période de réception des candidatures qui va s'étaler entre le 30 septembre et le 11 novembre 2024. Les 2 missions, évidemment, Journée Québec France est une mission qui est ouverte aux résidents et citoyens français, mais également aux citoyens et résidents de tout le reste de l'Union européenne. Mais c'est la même chose pour les Journées Québec Belgique. Si vous voyez des offres qui correspondent à votre profil dans le cadre des Journées Québec Belgique, n'hésitez pas à appliquer. Vous serez alors convoqué pour un entretien d'embauche qui va se dérouler à Bruxelles, puisque les entreprises vont se déplacer physiquement pour venir vous rencontrer et vous faire passer des entretiens d'embauche. Encore une fois, à Bruxelles, 28 et 29 septembre, et à Paris, 30 novembre et 1er décembre. Oui. Priorité aux personnes qui sont présentes peut-être. Oui. Il y avait une question? Non. Alors, on a une question en ligne. Le processus pour demander la résidence permanente est-il le même après un PVT? Alors, je n'ai pas parlé, parce que là, on rentre encore dans un autre programme d'immigration. Je vous ai parlé d'immigration temporaire. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est le principal programme qui est piloté par le ministère de l'Immigration. Il existe d'autres types de programmes temporaires, et notamment le programme Expérience Internationale Canada, qui est un programme de mobilité jeunesse qui est réservé, en tout cas pour la France, aux personnes qui ont moins de 36 ans. Et vous pouvez obtenir un permis de travail qui est exempté d'études d'impact sur le marché du travail, exempté de certificat d'acceptation du Québec.
Ce type de permis-là, je dirais que l'expérience acquise avec un PVT ou avec un permis jeune professionnel qui fait partie de l'accord au lycée va être comptabilisée pour le programme de l'expérience québécoise. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, la durée de ces permis est trop courte pour pouvoir appliquer directement au programme de l'expérience québécoise, puisque le critère, c'est 2 ans d'expérience de travail, et un PVT dure pile poil 2 ans. Donc, sauf à travailler du premier au dernier jour sans interruption, ça risque d'être un peu compliqué. Mais par contre, c'est après un PVT, un candidat peut tout à fait trouver un employeur, obtenir un permis de travail temporaire, et l'expérience acquise en PVT va être comptabilisée pour la demande de résidence permanente. Dernière question. On parle beaucoup de CV canadien. Oui. Quelle est la différence? Je ne parlerai pas de CV canadien, je parlerai plutôt de CV axé sur les compétences. Donc c'est un CV qui est structuré. Déjà, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que le CV au Québec est un CV non discriminant, pas de photo, pas d'âge, pas de nationalité. Et c'est un CV qui est vraiment axé sur vos compétences en tant que travailleur. Ce qui doit ressortir en premier lieu dans votre CV, c'est ce que vous savez faire dans le cadre de votre profession. Donc, quelles sont vos compétences techniques, vos compétences linguistiques, vos compétences transversales. En second lieu, vos expériences professionnelles détaillées avec les missions que vous avez occupées au sein de différentes entreprises ou structures pour lesquelles vous avez travaillé. Et enfin seulement, vos diplômes, la formation. Donc, c'est vraiment ce que le recruteur va regarder en dernier lieu. Ça ne veut pas dire que le diplôme n'a pas d'importance pour certaines professions, notamment pour des professions réglementées. Je pense au secteur de la santé, au métier d'ingénieur, à différentes professions qui sont réglementées. Le diplôme a toute son importance, mais d'une manière générale, c'est ce que le recruteur va regarder en dernier lieu. Vraiment, ce qu'il faut réussir à valoriser sur votre CV, ce sont vos compétences et vos expériences professionnelles. Merci beaucoup. Tout ce que je vous ai indiqué ici, vous allez le retrouver sur le site du ministère de l'Immigration. Nous annonçons toutes nos activités, toutes les missions de recrutement à venir, tous les salons auxquels nous participons sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, Choisir le Québec. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ces pages. Ça vous permet de ne rater aucune opportunité d'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel sens donc, comme vous le savez, la conférence est en 2 temps. Donc, on va partir sur le volet plutôt bancaire et la question expatriation au Canada, comment réussir la préparation financière de nos projets. Donc, nous sommes déjà la première groupe coopératif en Amérique du Nord. On va se présenter d'abord. Donc, Julie Bolato-Bertolini, je suis française. J'ai immigré au Canada en 2019 avec mon mari et mes 2 enfants. Et depuis, je suis revenue du Canada. Voilà. Je vais présenter avec Sylvain aujourd'hui cette présentation. Je te laisse continuer. Oui, je me présente rapidement. Donc, Sylvain Ancero, je travaille avec Julie au bureau de représentation de Desjardins en Europe. J'ai également été expatrié pendant 4 ans avec femme et enfants au Canada et rentré depuis 1 an de nouveau dans le groupe financier coopératif qui est Desjardins. Choisir Desjardins. Alors, expliquer Desjardins en quelques chiffres, vous en avez pas mal ici. Ce qui est important de noter, par exemple, c'est que c'est le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord, pas seulement au Canada, dans l'Amérique du Nord, avec 7,7 millions de membres clients. À titre d'information, Amaury l'a présenté tout à l'heure rapidement, il y a 9 millions d'habitants au Québec. On a 7,7 millions de membres clients. Donc, on veut dire qu'on est fortement représenté. Nous gérons 422 milliards d'actifs, plus de 56 000 salariés, donc c'est clairement le premier employeur au Québec. Et 204 caisses, des centres d'entreprise, des points de service et des guichets automatiques. La présence, c'est très important. Amaury a très bien détaillé tout à l'heure ce qu'était le Québec, la vaste étendue qu'est le Québec. Il faut savoir que Desjardins, c'est l'institution financière la plus représentée au Québec. Vous soyez à Montréal, vous soyez au fin fond de la Gaspésie, vous trouverez un Desjardins pour vous accompagner. 121 points de service même dans des zones à faible densité de population au Québec, nous sommes représentés. Nos secteurs d'activité. Donc Desjardins représente l'ensemble des secteurs d'activité. Vous pouvez retrouver en France, que vous connaissez dans les banques et dans les assurances françaises, à savoir évidemment l'ouverture de comptes pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises.
que nous accompagnons de France pour aller au Québec. C'est le but et le rôle de notre bureau de représentation ici en France. Des assurances visiteurs, alors on l'a également expliqué, pour les soins de santé, il se peut, alors il y a des accords qui sont passés, et Amaury l'a très bien expliqué, entre la France et le Québec, des accords pour la santé. Il se peut que vous n'ayez pas fait les choses à temps et que vous arriviez et qu'il y ait un besoin au niveau de la santé. On va offrir ce type de service, à savoir des soins de santé sur place. Il y aura évidemment tout ce que vous connaissez ici, à savoir l'assurance habitation et l'assurance auto. Point important tout de même, il y a un accord entre la France et le Québec et Desjardins est fortement appliqué dessus au niveau de l'assurance auto. Si vous avez un permis français, vous avez donc ce qu'on appelle un bonus-malus. Votre bonus-malus va être repris chez Desjardins pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux sur l'assurance, puisqu'on va reprendre votre passé de ce qu'on appelle des bons conducteurs chez nous. L'assurance de personnes, évidemment, que vous connaissez peut-être également. On va également intervenir sur les placements et les financements. Vous avez besoin de financer une auto, vous avez besoin de financer une maison ou tout autre produit, des travaux de consommation, ce qu'on pourra appeler ici. Donc, nous pouvons intervenir là-dessus. Et vous aurez évidemment des services de conseil en planification budgétaire très importants. On a un accompagnement puisque la planification de votre budget, c'est quelque chose de très important. Vous le faites peut-être déjà en France, c'est important d'avoir au Canada aussi, puisque vos habitudes changeront, vos dépenses changeront. Donc, on a un accompagnement budgétaire à ce niveau-là. Donc, le but de Desjardins aujourd'hui, c'est d'avoir un accompagnement complet et personnalisé. Notre rôle à nous, au bureau de représentation Desjardins, c'est de faciliter votre accueil et votre intégration financière à tous les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que nous aurons une équipe en France et nous aurons une équipe pour vous accueillir directement au Québec. Cette équipe, elle est très particulière. Vous voyez une partie des personnes de l'équipe ici. C'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'elle est dédiée à tout nouvel arrivant qui va se déplacer au Québec. On va accompagner de A à Z avec un service multilingue, c'est-à-dire que l'ensemble de cette équipe que vous voyez est issue de l'immigration. Nous le sommes aussi au niveau du bureau de représentation Desjardins. On est 4 personnes au niveau du particulier et des personnes au niveau du professionnel et de l'entreprise. Nous avons tous été expatriés, nous avons tous vécu ce que vous allez peut-être vivre. On est revenu, on s'est cassé les dents sur certaines choses, on est aussi là pour vous aider par rapport à cette expérience. Et l'équipe qui est sur place connaît aussi, peut vous parler en français, en anglais, en espagnol, en arabe, en mandarin, même en portugais, puisqu'on a aussi la représentation du Brésil. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui est très cher à Desjardins, c'est l'accompagnement humain. C'est une des valeurs fortes de Desjardins, on met l'humain au centre de nos actions. Quels sont les principaux frais liés à un projet d'immigration au Canada? Amaury est revenu sur la partie très importante que représente le permis études, le permis travail. Nous, ce qu'on conseille également, ça va être un voyage de reconnaissance. Vous allez vous expatrier, vous allez découvrir un nouveau continent pour la plupart d'entre vous. Ce qui est important, c'est de faire un voyage de reconnaissance, ça va vous permettre de repérer les lieux, de voir comment est la vie sur place, peut-être à différentes saisons. D'ailleurs, quand il y a un voyage de reconnaissance, ça peut être y aller l'été pour vous rendre compte, par exemple pour les étudiants, mais aussi aller voir l'hiver, parce que vous le verrez plus tard dans les frais, dans la page suivante, mais il peut y avoir des frais d'habillement. Vous aurez des données biométriques évidemment, des examens linguistiques, ça peut aussi avoir son importance. On pourrait vous demander des frais d'examen pour justifier que vous parlez français, peut-être l'anglais. Des équivalences de diplôme, la visite médicale et un avocat en immigration. Alors ça va dépendre de votre situation et du besoin que vous aurez de contacter un avocat, bien entendu. Le billet d'avion, là encore, ça dépend de votre pays d'origine. Si c'est en France, on a estimé à 1 500 $, ça peut être moins. Encore une fois, vous avez la haute saison, vous allez partir avec des tarifs élevés. Si vous partez en moyenne saison, vous aurez des prix plus bas. Les vêtements d'hiver, je le disais juste avant, bien se rendre compte que l'hiver au Canada, c'est pas l'hiver en France. Que vos vêtements Décathlon qui semblent être des matières techniques ne suffiront peut-être pas sur place, donc ça peut faire partie de votre budget. La téléphonie et l'Internet est un sujet également. On est fortement habitué en France à avoir des frais plutôt bas sur ce type de produit. Vous verrez qu'au Québec et au Canada, les prix sont un petit peu plus hauts, donc c'est important à inclure dans votre budget, surtout si vous regroupez les 3 services. Et éventuellement, l'assurance santé, comme on vous l'a expliqué, si vous arrivez que vous n'avez pas d'assurance santé, prévoyez d'avoir quelque chose pour, en cas de nécessité, ne pas vous trouver à devoir avancer des frais souvent énormes. Donc Amaury l'a déjà expliqué avec la RAMQ, si vous êtes couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec, les frais de santé de base seront tout simplement couverts. Encore une fois, si vous faites des démarches en amont au niveau de la France, avec l'assurance maladie notamment, vous aurez la transition qui sera, puisqu'il y a un partenariat privilégié entre la France et le Québec. Si vous n'êtes pas couvert, c'est là où vous serez probablement dans la nécessité d'avoir une assurance santé privée qui vous protège dès l'arrivée sur le territoire.
Pour résumer un petit peu le budget, pensez à inclure dans votre budget donc les frais de déménagement. Alors, ça encore, on a tous vécu des expériences différentes. Moi, je suis parti en famille, j'avais un container, c'est des frais assez importants parce que vous partez avec les jouets de vos enfants et plein d'autres souvenirs. Vous pouvez aussi partir avec 2 valises et décider de vous équiper sur place. Donc, vos frais de déménagement n'auront pas le même impact. Vos billets d'avion, évidemment, les vêtements d'hiver, l'Internet. Le transport, ça peut être important. Vous pouvez avoir à prendre des cartes de transport sur place pour vous déplacer dans le réseau de métro, par exemple. L'habitation et l'aménagement, là encore, c'est important. Vous aurez des loyers variés selon la zone où vous allez aller. Les loyers ne sont pas les mêmes à Montréal qu'à Québec et ils ne sont pas les mêmes en Gaspésie, par exemple. L'alimentation et l'épicerie. On a mis un petit point avec le pourboire. Ça, c'est une habitude qu'on a peut-être un peu moins en France, mais quand on se déplace en Amérique du Nord, on va dans un restaurant, on va dans un café, peu importe, vous avez un prix et vous avez le pourboire. Il ne faut pas oublier que les personnes qui travaillent sur place ont un salaire fixe, mais ont aussi une partie de leur salaire qui est rémunérée grâce au pourboire. Donc, c'est à ne pas oublier. C'est une habitude qu'on n'a pas trop. On est parfois souvent mal vu là-dessus, donc c'est important de bien le prendre en considération. La santé et les soins personnels, l'emploi. Attention aux prestations et aux déductions, parce que vous allez, pareil, comme en France, vous allez avoir un salaire brut et il va falloir penser que vous avez une imposition à la source, que vous avez pour vos frais de santé, pour vos cotisations retraite, beaucoup de choses qui seront déduites. Vos frais bancaires, évidemment, il y a des frais bancaires. Alors, Julie vous expliquera tout à l'heure notre offre. Il y a une spécificité avec Desjardins quand vous déménagez sur le niveau des frais bancaires et qu'on vous accompagne. On a une gratuité sur les services bancaires. Loisirs et activités, parce que c'est bien de déménager, mais c'est bien d'être aussi dans l'ambiance locale. Vous allez découvrir que le patin à glace, c'est une activité prédominante sur une belle partie de la saison. Vous allez pouvoir faire des belles sorties en patin et pouvoir profiter des beaux paysages que le Québec vous met à disposition. Et puis vos projets épargne, parce que c'est bien aussi de penser à dépenser, c'est bien de penser à mettre de l'argent de côté, parce qu'une fois de plus, quand vous allez devoir demander une résidence permanente, vous allez devoir justifier, vous avez des fonds de côté. Avez-vous des questions sur cette première partie? Oui. Au niveau des pourboires, c'est un pourcentage fixe ou ça varie en fonction Il y a un pourcentage conseillé, on va dire, mais vous allez être souvent entre 18 et 25%. Ça peut paraître fort, mais pensez, quand on est en France, on a ce qu'on appelle le TTC, le service est inclus. On paye une TVA de 20%, par exemple, quand vous êtes dans un restaurant, ça va être inclus. Donc là, il faut juste penser qu'il n'est pas inscrit sur le ticket, qu'il faut penser à les ajouter. C'est un réflexe à avoir, exactement. Alors après, il y a aussi un pouvoir, c'est une question de service. Donc, il faudra voir le service que vous avez obtenu en face. Si vous êtes très mal servi, peut-être que vous n'aurez pas envie de donner 25%, par exemple. Je voulais savoir aussi par rapport à la RAMQ. La RAMQ, donc c'est pas comme nous à la sécurité sociale française. On est obligé quand même si on a la RAMQ, parce que nous en tant que Français on a le droit à la RAMQ, on est obligé de prendre un complément en mutuelle. Alors on parle de mutuelle. Combien ça coûte pour, par exemple... Alors ça c'est très spécifique, mais si vous avez la RAMQ, en gros c'est l'équivalent de votre sécurité sociale. Donc en gros la RAMQ c'est l'équivalent de votre carte verte, carte vitale. Les soins de base sont couverts, plutôt bien couverts. Par contre, en effet, derrière, vous allez, par exemple, si vous travaillez, vous allez avoir de toute façon une mutuelle avec votre employeur, exactement comme en France, qui va couvrir le reste, les dépassements de horaires, tout ce qui va dépasser. Si vous n'avez pas ça, peut-être que vous voudrez prendre en effet l'assurance de personne chez Desjardins. De la même manière, en fait. Il y a des vraies similarités avec le système. Mais ça coûte combien, par exemple, grosso modo, si on n'a pas tout de suite d'emploi et qu'on veut avoir un complément? Honnêtement, je n'ai pas ce tarif-là à l'instant T, puisque le tarif, ça va être sur un devis, ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous prenez une complémentaire santé pour vous, pour la famille, avec des enfants? Donc les prix vont varier au devis selon votre situation personnelle. Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'on peut faire tout simplement au niveau de vos caisses locales. Alors, on a 2 questions. Est-ce facile de trouver un logement en location à Montréal? Alors, moi, j'ai déménagé en Ontario, donc Julie, tu serais peut-être plus à même de répondre. Je vais répondre, ça tombe bien, parce que la deuxième question, ça va être la suite que je vais reprendre, c'est comment on fait pour ouvrir un compte à distance. Eh ben, voilà. Ça tombe bien. Un compte à distance, avec notre équipe, tout simplement. Donc, je vais répondre à la question, effectivement. Moi, je suis arrivée à Montréal. Donc, effectivement, avant le Covid, le Covid a fait que ça a augmenté rapidement les prix. Et effectivement, comme en France,
les prix ont un peu explosé, un petit peu explosé. Donc c'est peut-être un peu plus dur de trouver un logement à Montréal, et c'est pour ça que on peut complètement imaginer justement Montréal, c'est pas le Québec. Il y a énormément de régions, il y a énormément de super villes dans tout le Québec. Donc ne pensez pas forcément qu'à Montréal pour aller habiter ou vous implanter. Pensez aux autres villes qui sont dans toute la province. Il y a plein de choses à faire. Comment fonctionne le système bancaire canadien? Donc déjà, comment on ouvre un compte? On a eu la question tout à l'heure justement. Vous avez la chance, et moi je ne l'ai pas eu, et c'était un petit peu embêtant, d'ouvrir un compte avant même d'arriver à Montréal ou d'arriver dans n'importe quel endroit du Québec. L'avantage, c'est quoi? C'est que au moment où vous allez vouloir aller au Canada, vous allez pouvoir faire un premier virement avant même d'avoir les pieds au Canada. Moi, quand j'y étais, j'ai voulu faire, j'y suis allée, je me suis attelée à l'argent que j'avais le droit de passer au moment de passer la douane, mais j'avais tout dans mes chaussettes. Donc c'était pas très agréable de me dire que tout mon argent était réparti dans mes chaussettes et qu'il fallait que je paye l'école des enfants avec tout cet argent qui était dans ma valise. Là, vous avez la chance de pouvoir ouvrir votre compte au préalable, de pouvoir faire un virement juste avant de partir et d'arriver à l'aéroport de Montréal ou dans n'importe quelle caisse du Québec et de récupérer votre argent, vos moyens de paiement et d'aller tout de suite payer, d'acheter vos voitures, de payer tout ce que vous voulez avant même et d'avoir l'esprit tranquille. Croyez-moi, c'est un vrai enjeu. Ici, vous avez le lien justement, si vous souhaitez ouvrir un compte, on va également le mettre en ligne. L'avantage, c'est quoi? Donc, comme on vient de le dire, avant votre départ, vous faites votre ouverture de compte et vous pouvez faire votre virement. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous allez passer la douane, à ce moment-là, vous allez avoir votre permis, que ce soit un permis de travail, un permis d'études, peu importe, un PVT, peu importe. Le douanier va vous donner votre permis. À ce moment-là, vous allez vous rendre à la caisse où vous avez ouvert votre compte avec votre permis, votre permis de travail, votre passeport et vous. Et les trois choses vont faire qu'on va vous authentifier et dire le compte que vous avez ouvert de France avec l'argent qu'il y a dessus, c'est bien fait. Il y a 3 documents qui prouvent que c'est vrai. Et à ce moment-là, ça y est, tout est ouvert et vous pouvez utiliser votre compte. Et voilà. Combien coûte un virement? Le virement, il faut voir 3 frais. Le premier frais, déjà, allez voir votre établissement financier, ou en tout cas l'organisme qui va faire le virement. Il va y avoir des frais d'émission. Ces frais d'émission, ça peut être soit proportionnel au montant, soit un montant fixe. Donc c'est intéressant de savoir si, suivant le montant que vous envoyez, peut-être que vous pouvez avoir, suivant l'organisation, vous payez moins de frais de virement. Autre chose, le taux de change. Là aussi, vous allez avoir des frais de taux de change. Une fois que le virement est émis par votre établissement financier, il va être réceptionné sur le compte Desjardins. Et là, ce sera 15 $, peu importe le montant. Effectuez bien vos virements en dollars canadiens. D'accord? Normalement, la banque le fera pour vous. Ce sera Natural Coral, mais il faut bien le préciser quand même. Et privilégiez également des virements peu fréquents, parce que ça va générer d'autant plus de frais de virement. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là pour l'ouverture de compte et virement? C'est bon? Oui. Vous avez dit un virement, ça peut se faire en carte bleue aussi ou pas du tout? Non, il faut demander à l'établissement financier directement. En plus, s'agissant d'un virement international, il va falloir informer, donner toutes les informations en rapport avec. J'ai une question. Ah pardon, priorité au présentiel. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des équivalents un petit peu aux services comme Payly, Revolut, les choses comme ça, pour faire des virements à l'étranger? Alors, la question c'est, est-ce que c'est pour faire un virement de France au Canada? Du Canada à la France. Ah, faire l'inverse, du compte Desjardins directement vers le compte français. Mais est-ce qu'il y a des équivalents, par exemple? Parce que Revolut est une banque En ligne. Ok. en ligne. Et là, en fait, on fait la même chose. Sauf que l'avantage, c'est que vous allez avoir l'avantage d'avoir toute une équipe qui sera là pour vous et vous accompagner dans tout le bouleversement culturel. Mais pardon, Payly, tout ce que. Vous n'avez pas. Ma fille, elle était au Canada, elle avait Interac. Ça ressemble à Ça, c'est un virement Interac. Le virement Interac, c'est effectivement un système qui maintenant est apparu en France.
c'est un système de virement qu'on peut faire très rapidement entre vous et moi. Et là, par exemple, je vais vous acheter quelque chose, on s'est vu par Marketplace par exemple. Et à ce moment-là, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Je vais pouvoir l'enregistrer sur mon application bancaire. On va déterminer un mot de passe toutes les deux. À ce moment-là, je valide, je vous envoie 20 $ par exemple. Et vous allez pouvoir mettre le mot de passe et vous allez tout de suite avoir votre 20 $. Et moi, je récupère ce que je veux vous acheter. Mais c'est valable sur le territoire uniquement. Uniquement sur le territoire canadien. Enfin, québécois. J'ai une question en ligne. Peut-on ouvrir un compte temporaire, c'est-à-dire le temps d'un voyage de 3 semaines cet été? Non, malheureusement non, parce que qui plus est, vous serez en vacances, donc vous aurez un permis de vacances, donc vous n'aurez pas de permis de travail et on ne peut pas ouvrir de compte si vous n'avez pas de permis de travail, permis d'études, des choses comme ça. Monsieur? Oui, vous aviez parlé de l'assurance auto. Oui. Avant de venir, il faut changer son permis français en permis international. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est au moment où vous arrivez, prenez rendez-vous. Parce qu'en fait, au moment où, effectivement, vous avez le droit d'utiliser votre permis de conduire pendant 6 mois, à partir du moment où vous passez la douane. Enfin, vous êtes au Canada, enfin, vous arrivez au Canada. Mais pour faire l'équivalence de permis de conduire, c'est assez simple parce qu'il y a des accords qui sont passés. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des rendez-vous à prendre. Enfin, il y a un rendez-vous à prendre et là, il y a une durée d'attente d'au moins 4 mois. Donc, dès que vous arrivez, prenez votre rendez-vous. Comme ça, vous serez toujours dans les délais. Et le permis international, du coup, il ne peut pas fonctionner. Alors, oui, moi, je l'avais demandé, mais je ne l'ai jamais utilisé. Après, j'imagine que ça doit marcher. Ça n'a pas vraiment de valeur juridique, c'est une simple traduction en fait. Et à savoir aussi que si vous voulez le demander, faites-le à l'avance parce que ça prend entre 4 et 6 mois pour l'obtenir. Hein. Puis c'est gros. En fait, c'est gros comme ça. Et en fait, je me demandais où il fallait le mettre. Voilà. Oui. C'est pas pratique. Pas très moderne. J'avais également en lien avec la question du jeune homme au fond, qui est les virements via des plateformes comme TransferWise sont-ils acceptés? Ouais. Alors, effectivement, TransferWise, c'est une plateforme que beaucoup d'expats utilisent. Disons que ça permet de faire un transfert d'argent, parfois moindre coût. Donc, posez-vous la question avec quel organisme financier ou ce type d'organisme-là qui vous permet d'avoir le moins de frais possible, suivant le virement, le montant, etc. Après, il y a une traçabilité. Voilà. Ce qui est important toujours quand on a un organisme en ligne comme ça, c'est la traçabilité qui sera peut-être un peu plus compliquée qu'avec concrètement une caisse locale où vous allez pouvoir aller les voir, leur dire voilà où on est au virement, est-ce que vous avez rien. Bon, sur des plateformes, c'est un peu plus contraignant. Voilà, c'est la seule. J'ai une dernière question. Desjardins est en Ontario ou dans d'autres provinces. Est-ce que vous suivez les mêmes procédures? Oui, alors Desjardins est au Québec et en Ontario, et c'est pareil. Vous aurez le même service d'un côté. Excepté sur l'assurance auto. Voilà. Oui, en Ontario, il n'y a pas cet accord avec le Québec où on récupère votre bonus-malus. Alors, là, on va passer un peu à l'éducation financière, qui est quelle est la différence entre une carte de débit et une carte de crédit. Ça, c'est un point très important au Canada et au Québec. La carte de débit, en fait, vous allez avoir 2 cartes. Lorsque vous allez vous déplacer avec l'équipe des nouveaux arrivants, vous allez avoir, dans un premier temps, une carte de débit. Donc, c'est une carte à débit immédiat. Elle vous permet le retrait d'argent. Donc, voilà, au guichet, tout simplement, ou au comptoir. Vous allez pouvoir payer chez les commerçants. Vous allez au restaurant, vous pouvez payer avec cette carte de débit. Elle est gratuite avec l'ouverture d'un compte. Il peut y avoir des frais de transaction. Et il n'y a pas d'achat en ligne possible. Et c'est là où va intervenir la carte de crédit. Très important, puisque la carte de crédit, elle va s'assimiler à ce qu'on pourrait connaître en France, à une réserve d'argent revolving. C'est-à-dire que votre carte de crédit, elle a une limite de crédit. Quand vous allez arriver, elle va être de 500 $. C'est-à-dire que vous avez une carte qui vous permet de payer jusqu'à 500 $ sur une période d'un mois, si on schématise. Elle est à paiement différé, avec un delta. C'est-à-dire que vous allez payer ces 500 $. Vous avez une réserve de 500, vous utilisez 400. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser ceci sans avoir à le payer tout de suite, ce n'est pas retiré, et vous aurez un relevé que vous recevrez. On va voir sur la diapositive suivante. Vous aurez un délai pour payer tout simplement votre carte de crédit, qui se renouvellera du coup au niveau de la réserve. Il y a possibilité d'avoir des récompenses et des remises, ce qu'on pourrait appeler le cashback, qu'on connaît chez nous. Donc vous payez, vous avez un retour de 2,5% par exemple sur
aux courses de tous les jours. Celle-ci va permettre les achats en ligne. C'est là où elle a son importance parce que vous vous apercevrez qu'au Canada, on paye énormément en ligne. Par exemple, si vous prenez une ligne de téléphone mobile, vous allez recevoir une facture et vous allez la payer avec votre carte de crédit. Il y a très peu de prélèvements sur les comptes au Canada. On est très habitué en France à faire tout prélever. C'est très très open bar. Allez-y, prélevez sur nos comptes. Au Canada, on a plutôt tendance à payer avec la carte. Ce qui vous permet de maîtriser votre budget aussi. Intérêt possible si le solde est payé en retard, puisque vous allez avoir une période de paiement sur cette carte. Si vous dépassez cette période de paiement, vous allez avoir des intérêts qui vont s'appliquer immédiatement. Et c'est surtout, et l'importance majeure, elle est ici, elle va vous permettre de bâtir l'historique de crédit. L'historique de crédit, Julie va vous le présenter après, c'est un point très important au Canada. Comment bien gérer sa carte de crédit? Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous allez avoir une période d'utilisation de votre carte de crédit. Vous avez en réserve, vous utilisez votre carte de crédit. Vous payez. Oui. Juste, vous parlez du solde de paiement, je crois. Enfin, oui, il y a des intérêts dessus. Oui, c'est justement là, j'y viens. Il y a la période d'utilisation. Donc là, vous utilisez votre carte avec votre réserve. Vous avez une réserve de 500, vous dépensez 400 pendant le mois. Vous allez avoir une date d'émission du relevé. Donc c'est ce qu'on appelle le délai de grâce. Votre relevé va vous être envoyé à la maison. On va vous dire, ben voilà, il est temps de payer vos 400 $ dépensés. Vous allez avoir cette période de paiement avec une date d'échéance qui est de 21 jours. Vous allez avoir 21 jours pour payer votre carte bancaire. Carte de crédit précisément. Au-delà, vous pouvez payer jusqu'à 5%, minimum 5%, pardon. Au-delà, vous allez avoir des intérêts qui vont s'appliquer si vous n'avez pas payé. C'est le principe d'un crédit. Ce qu'on recommande, nous, c'est de mettre en place un prélèvement automatique. Vous voyez ça avec votre conseiller en caisse des jardins et vous lui dites, moi, quand l'édition du relevé est faite et quand j'ai ma période de paiement, je veux que ce soit pris sur mon compte automatiquement. À vous de faire en sorte, évidemment, qu'il y ait l'argent sur le compte. C'est beaucoup plus simple à gérer, on est plus habitué à ça aussi ici. Nous, c'est ce qu'on recommande. Après, si ce n'est pas le cas, moi, par exemple, je me mettais une petite alerte sur mon téléphone. Je recevais mon relevé, ça me disait, vous avez jusqu'au 14 juillet pour payer. Soit au début, si j'avais les fonds, soit j'attendais 10 jours, je me mettais une alerte et je payais pour éviter la période d'intérêt. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de payer la totalité de ce que vous avez dépensé pour éviter de laisser traîner des soldes qui vont finir par vous coûter des intérêts. La carte de crédit, donc, c'est la gestion de votre relevé mensuel. Donc, pour bien gérer votre carte de crédit, on y vient justement, automatiser le paiement de 100% de votre facture de carte de crédit tous les mois. Donc, c'est ce qu'on est en train de se dire. Nous, on conseille de le faire prélever et d'automatiser ça sur votre compte. Ne retirez jamais d'argent liquide avec votre carte de crédit. Je l'ai dit avant, la carte de débit vous permet de retirer dans les comptoirs, les guichets. Si vous retirez avec une carte de crédit, vous allez avoir des intérêts qui s'appliquent dès le lendemain, puisque ça reste du crédit. Et payer le montant total indiqué sur votre relevé mensuel. Alors ça, encore une fois, c'est un conseil. Maintenant, faut-il que vous ayez le montant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à minima payer 5% et payer le reste dès que vous pouvez, dès que vous recevez, par exemple, une paye. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Peut-être dans la salle. Par exemple, si on fait un job, je suis comme ça, on est payé sur la carte de débit. Vous êtes payé sur votre compte courant, tout à fait, votre compte bancaire sur lequel est reliée la carte de débit. Exactement. Et au Canada, point important, au Québec c'est la même chose, vous êtes payé tous les 15 jours. Voilà. Toutes les 2 semaines, exactement. Voilà. Vous avez une paye toutes les 2 semaines, ce qui vous permet aussi de gérer votre budget plus facilement. J'ai une autre question. Est-ce possible de tenir les 2 cartes en même temps? Alors, dans un premier temps, vous allez recevoir la carte de débit. Ça, c'est à votre arrivée. Quand nous, on vous accompagne, le compte a été préouvert, vous arrivez, vous prenez rendez-vous le jour de votre arrivée ou le lendemain dans votre caisse des jardins auprès du service de nouveaux arrivants. On va vous remettre votre carte de débit. À partir de là, on va recueillir votre signature, vérifier, vous authentifier et faire la commande de la carte de crédit. La carte de crédit, elle met environ 3 semaines, on va dire, à vous être remise. 8 à 10 jours. Ouais, donc ça va être un peu plus long, mais peut-être une mauvaise expérience. Mais admettons 8 à 10 jours. Et point important aussi, si vous êtes étudiant, vous partez et que vous êtes mineur au moment du départ, vous n'aurez pas de carte de crédit. Pour avoir une carte de crédit, il faut être majeur. Traduction, vous êtes né en novembre, vous partez suite à vos études, vous commencez les études en septembre, il faudra attendre novembre pour avoir une carte de crédit. Voilà, c'est la seule contrainte. C'est tout bon, faut La passer. question? Il y avait une question par rapport à est-ce qu'on a des accords immobiliers. À ce moment-là, faites-nous un mail. Vous pouvez faire un mail directement à la maison d'expatriation. Si vous voulez prendre un moment avec nous, demain matin, on fait une permanence pour pouvoir échanger individuellement pour parler de vos projets en particulier. Là, notamment, la personne nous demandait est-ce qu'on avait des accords spécifiques avec des agences immobilières.
À ce moment-là, c'est peut-être mieux d'en parler ensemble. Peut-être qu'on pourra vous référer sur des partenaires pour lesquels on travaille. Enfin, avec qui on travaille. Il y avait une question, pardon. Peut-on payer les commerçants avec les 2 cartes? Ça, j'ai ok. répondu directement Ah, dans super. la discussion. Donc, qu'est-ce que le dossier de crédit? Sylvain l'a très bien expliqué. Vous avez 2 cartes. Ces 2 cartes-là, on n'a pas le choix de les avoir. En tant que Français, on aurait tendance à dire je vais utiliser que ma carte de crédit, ma carte de débit. La carte de crédit, c'est une carte revolving, j'en veux pas. Et bien non, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que ce n'est pas une carte revolving, c'est ça, c'est l'accès à votre dossier de crédit et à votre crédibilité financière. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser votre carte de crédit, ça va permettre d'alimenter cette cote. C'est un petit peu comme un conducteur qui a le permis de conduire, mais qui laisse sa voiture dans le garage pour être sûr de ne pas avoir d'accident. D'accord? Là, vous allez utiliser votre carte de crédit avec l'encours, et là, on va simplement observer que tous les mois, vous remboursez les 1 500 $ par exemple que vous avez en encours. C'est peut-être bête, mais c'est ça qui fait que on montre que vous savez rembourser une dette que vous auriez. Le jour où vous allez vouloir avoir un prêt immobilier, là on va dire ok, il a toujours remboursé, donc pour un bien immobilier, ce sera pareil. Donc c'est ça qui fait votre crédibilité et c'est ce qui note tous les antécédents de crédit. Ça fait votre réputation. Comment elle est faite? Elle est faite grâce à TransUnion et Equifax, qui sont des organismes qui sont là justement pour enregistrer toutes les opérations que vous allez faire, que ce soit sur votre carte de crédit, mais aussi si vous payez bien votre téléphone, Internet, vous payez bien votre loyer, vous payez bien vos prêts à la consommation. En fait, tout est enregistré. Dès que vous allez avoir un dérèglement ou vous avez un retard ou vous ne payez pas du tout, là, ça va remonter. Et finalement, comme vos points sur votre permis de conduire, les points vont diminuer. Vous allez avoir des malus, si je puis dire. Ici, votre pointage, vous pourrez le voir en direct sur l'application Desjardins. Et comme vous pouvez le voir aussi ici, les points vont de 300 à 900. Plus vous avez 900 points, et plus vous avez une bonne cote de crédit. Sachez aussi que cette cote de crédit, elle peut aussi vous servir pour trouver un job. Des fois, certains employeurs le demandent. Et aussi pour louer un bien. D'accord? Ça peut être, on peut vous demander de l'avoir pour savoir si vous payez bien votre loyer. Donc c'est hyper important de l'avoir. En définitive, une bonne cote de crédit, c'est faire ses paiements en temps et en heure. Si vous avez demandé, s'il y a un dérèglement sur votre compte et que finalement on vous prend de l'argent, appelez simplement le créancier en disant « Ok, vous m'avez pris de l'argent, rendez-moi mon argent ». Ils vont vous le rendre, il n'y aura pas de problème. Mais ne faites pas une opposition comme on pourrait le faire en France. Ça pourrait dégrader votre cote de crédit. Communiquez avec le prêteur et ne pas sauter de paiement. Et aussi faites les paiements minimums de la carte. Est-ce que vous avez des questions sur la cote de crédit? Oui, monsieur. Quand on a une carte de crédit, du coup, le prêteur, c'est la Banque Desjardins, par exemple? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est un petit peu comme une carte à débit différé. La carte à débit différé, vous avez un montant à louer à cette carte. Voilà, on est exactement dans la même schéma. Oui. Du coup, quand on va arriver, on n'aura pas encore cette code de crédit. Non. Du coup, qu'est-ce qui va faire qu'on sera crédible ou pas? Ouais. Alors, ça c'est normal. Ça met 6 mois. C'est pour ça que dès que vous arrivez, prenez cette carte de crédit et puis c'est ça qui va générer des opérations. Utilisez-la, ça permet d'alimenter. 6 mois plus tard, pouf, on aura analysé votre manière de consommer, ça qui va vous donner votre cote. Là, la question de se dire, par exemple, moi ça m'est arrivé quand j'ai voulu louer mon bien quand je suis arrivée. Et simplement, mon propriétaire de l'époque a dit, est-ce que vous avez un justificatif de votre employeur pour dire que vous arrivez, vous allez avoir tant de salaire, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'immigration au Québec. C'est pas anormal. Ils comprennent que les 6 premiers mois, ce ne soit pas si facile que ça, mais tout le monde le sait. Il y a un point important, c'est que comme on l'a indiqué, Desjardins est très représenté au Québec. Donc le fait d'avoir un compte chez Desjardins, c'est aussi un gage de confiance. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, il y a énormément de partenaires qui connaissent Desjardins. Donc sur la cote de crédit, on est au courant qu'il y a ces 6 mois et qu'il y a forcément un délai pour vous construire ça. Mais nous, on a aussi un appui derrière et on peut justifier de fonds en compte et on a une réputation sur place. Une fois sur place. Ou vous pouvez aussi demander à votre banque française avant de partir. Ça peut être soit Desjardins, soit votre banque. J'ai une question à lui. Oui. Est-ce que le montant est plafonné sur la carte de crédit ou
ou la carte de débit? Alors, la carte de crédit a effectivement un montant d'encours. Au Québec, au Canada, il n'existe pas de découvert. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une carte de crédit, c'est le découvert québécois. Ça veut dire que si par exemple vous avez un accord de 1 500 $ d'encours, bah déjà, n'allez pas au-delà, voire n'allez pas frôler cette partie-là parce que vous allez dégrader potentiellement votre code de crédit. On conseille 70% maximum de votre plafond. Essayez d'aller pas au-delà de... Après, ça peut dégrader. Aller au-delà des 1 500 $, je ne vous conseille pas, enfin des 1 500, en tout cas de l'encours qui vous a été alloué, on ne vous le conseille pas parce que ça va pas être bon pour vous. Oui. Juste si on reste que 6 mois, du coup, la cote de crédit, on n'est pas sujet à ça. Bah, pas forcément. Après, sur 6 mois, est-ce que ce serait un permis de travail, permis d'études? Ouais. Après, le Canada va être une révélation et du coup, vous allez rester. Vous allez commencer à le construire en tout cas. Et juste sur la carte de débit, parce que ça fait partie de la question aussi, la carte de débit, de toute façon, elle est plafonnée au montant que vous avez sur votre compte. Ouais, c'est ça. Basiquement. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation de découverte. Donc, ce sera que l'argent qu'il y a sur votre carte, sur votre compte. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce volet-là? C'est bon? Hop. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment on fait un compte. L'avantage aussi, c'est que vous allez bénéficier de l'offre des nouveaux arrivants. Cette offre des nouveaux arrivants, elle va vous permettre d'avoir un compte, un forfait de transactionnel gratuit, des transactions illimitées pendant 2 ans. D'accord? Donc c'est génial pour les nouveaux arrivants parce qu'effectivement, bah là, ça vous laisse vraiment le temps de comprendre tout ce système qui est bien particulier sans avoir de frais pendant 2 ans. Donc c'est vraiment, vraiment bien. La carte de crédit, vous pouvez aussi en bénéficier sans frais pendant cette période. Hop. Alors, vous n'avez pas d'historique de crédit. En théorie, c'est plus compliqué, là, vous pouvez l'avoir. Et vous avez aussi une assistance juridique et un service gratuit, justement, qui est ouvert pour vous poser vos questions. Voilà pour ça. Excusez-moi. Oui. Sur les frais transactionnels, du coup, après les 2 ans, ça marche comment? C'est chaque paiement, on paye une transaction? Alors, c'est un petit peu similaire à un compte professionnel en France. C'est-à-dire qu'effectivement, au Canada, ce qui va être facturé, c'est le nombre de débits qu'il va y avoir sur votre compte. Sauf que, comme vous l'expliquait Sylvain tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a très peu de prélèvements qui sont faits au Canada. Souvent, c'est des paiements qui sont faits et les paiements sont faits par la carte. C'est pour ça qu'on utilise la carte de crédit, parce que finalement, vous faites vos paiements avec la carte de crédit pendant 1 mois, et in fine, vous n'avez qu'un seul retrait qui est fait sur votre compte. C'est pour ça que les fameux 2 ans de l'offre des nouveaux arrivants, elle est géniale, parce que vous avez vraiment le temps d'assimiler ce changement-là, parmi tous les autres changements que vous auriez à comprendre. Et là, au moins, vous avez ce temps-là. Oui. Pour les étudiants, elle est effectivement plus allongée, ça va dépendre de la durée de vos études. L'offre c'est 2 ans, mais si vous avez des études sur 3 ans, on va avoir cette gratuité sur l'ensemble de votre durée d'études. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions en rapport avec notre présentation ou la présentation d'Amaury? L'ensemble de la conférence est terminée. On nous demande de remontrer les slides d'offres de bienvenue, si possible. C'est Damien qui doit les aussi. Oui. Une question concernant les études. Est-ce qu'il existe des bourses, par exemple, pour ceux qui veulent faire une thèse ou un doctorat? Oui, c'est pour cela. Moi, je vous invite à entrer directement en contact avec les universités, puisque généralement, elles sont gérées soit directement par l'université, soit par le gouvernement. Mais ça passera par l'université si vous arrivez à être admis pour un doctorat. Ce que je vous propose, c'est de terminer la partie live pour les personnes qui sont en ligne. Et puis on laissera un petit moment d'échange pour les questions pour les personnes qui sont sur place. Simplement, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous demain si vous voulez. Moi, je serai présente pour répondre à vos questions. C'est ça. Hop, je reviens. Voilà. Ici, vous avez les coordonnées, vous pouvez nous envoyer des messages.
Merci à tous. Merci beaucoup.